Salut tout le monde et bienvenue sur la troisième partie de notre récapitulatif de l'offre Roadster 2021 de plus de 900 cm3 pour la catégorie de plus de 175 chevaux. Donc une catégorie qui va être ouverte par la Tuono, qui est la moins puissante des roadsters les plus puissants. Mais c'est largement suffisant pour satelliser à la moindre rotation du poignet. Puis voilà, jusqu'à 208 chevaux en fait, qui sont incarnés par la Street Fighter V4. Donc on va finalement aborder 5 motos aujourd'hui, hein. C'est quand même du monde maintenant dans cette catégorie. Et j'aime autant vous dire que là, on entre dans le sans dessin, hein. Fini les conneries là, terminé les bouts de scotch et les circlips sur le guidon, terminer le klaxon directement sous le phare, voilà, pas d'histoire de shifter en option non plus, toutes les suspensions sont pleinement réglables, les finitions sont toutes top, voilà, on est dans le monde ultra haut de gamme avec du basique pour tout le monde, c'est-à-dire shifter pour tout le monde, suspension réglable pour tout le monde, et voilà, et des étriers de frein qui sont le top de la performance aujourd'hui, quoi. Petite mention, je vais pas évoquer la brutale 1000 parce que je trouve que MV Agusta c'est encore un marché de niche. Je trouve qu'ils sont pas encore matures, à la fois au niveau du réseau de distribution, et ça c'est une expérience personnelle, mais j'ai quand même pu constater que leur réseau était pas d'une grande efficacité d'après moi, y compris pour les phases de vente. Et aussi la périodicité des entretiens est généralement plus courte que chez la concurrence. Donc je pense qu'ils sont pas encore follement confiants de leur mécanique. Ça va peut-être venir à terme, et ce sont de très belles motos, mais aujourd'hui ça reste quand même un marché de niche avec des tarifs qui sont un peu décalé. Voilà, pour rappel, une B3, je crois que c'est 16 ou 17 000 pour un 800 cm3 de 140 chevaux. Et la B4, c'est 30 avec, en fonction des versions, je crois que ça monte jusqu'à 42 000. Donc bon, c'est quand même très différent de ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce ne sont certainement pas des motos bon marché, mais elles ont des tarifs qui sont nettement plus cohérents avec l'ensemble de la production, ce qui n'est pas le cas de MV Agusta. Donc, on commence avec la Tuono V4, qui fait presque figure de moto raisonnable maintenant parmi le panel qu'on aborde aujourd'hui. Enfin, raisonnable, ça reste bien sûr relatif, hein. Donc, il semblerait cette année qu'il n'y ait plus que la Factory au catalogue, qui avait des suspensions, c'était du Öhlins, qui avait des suspensions qui étaient plus performantes que le modèle non factory. Elle est facturée d'entrée à 18 000 euros. Je crois savoir qu'elle est passée Euro 5 d'ailleurs. Et on va checker tout de suite la fiche technique. Donc c'est ça, 1077 cm3, hein, donc on a plus de 1000 d'ailleurs dans cette catégorie. Les 1000 finalement c'est devenu la catégorie intermédiaire. Et là on a une vraie inflation. La seule 1000 qui est présente dans cette catégorie, c'est la ZH2. Alors certes c'est un 1000, mais elle a un compresseur. Donc pour revenir sur la Tuono, 1077 cm3, 175 chevaux à 11 000 tours, donc une belle allonge quand même, et puis une puissance, voilà, vous arrachez les bras. 121 Nm de couple à 9000 tours, c'est un régime assez classique, et c'est un couple assez conséquent. Et puis pour le reste, voilà, c'est vraiment le super haut de gamme, étrier Brembo. Alors c'est pas du Stylema, c'est du M50. Ok, est-ce que ça fait une grosse différence? J'en sais rien. Ici sur la version Factory, donc des suspensions avant et arrière Öhlins entièrement réglables. Un poids à 209 kg, tout plein fait, qui correspond finalement un peu au poids qu'on peut trouver sur les Roadster 1000. C'est l'une des plus lourdes de cette catégorie plus 175 avec la Super Duke, mais ça reste des poids qui sont vraiment très contenus et qui sont la marque d'utilisation de matériaux assez légers.
Et puis encore une fois, elle pèse le même poids globalement que les Roadster 1000, mais c'est un 1077. Donc voilà, à remettre en perspective par rapport à ça. À part ça, et ça de toute façon ce sera valable pour l'ensemble des motos aujourd'hui, c'est que la finition est irréprochable. Il y a un travail sur les parties métalliques notamment qui est magnifique. Compteur, enfin dalle TFT pour le compteur, des peintures qui ne souffrent a priori d'aucun défaut. Perso, j'étais pas ultra convaincu par la finition du modèle précédent, hein, vers la génération 2015 et avant. Mais là, je trouve qu'ils ont ils sont quand même montés en gamme là-dessus, donc c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus également? 18 000 euros par rapport aux performances, à remettre en perspective face à une S1000R par exemple, qui fait, alors c'est le prix d'appel de 15 000 euros, mais on sait qu'elle sera les plus chère. Au final, ouais, si, c'est cohérent. C'est peut-être maintenant un petit peu cher par rapport à ce que propose la concurrence, et notamment la nouvelle Speed Triple, dont on va parler par la suite, mais ça reste une valeur sûre. C'est une moto. Bon, c'est vraiment la philosophie du roadster sportive des Carénés. Voilà, ils ont viré les bracelets, ils ont mis un guidon droit et roule quoi. Donc voilà, c'est toujours une référence en tout cas dans le domaine. Continuons avec notre concurrente européenne. De toute façon, il y a quasiment que de l'européen dans cette catégorie, sauf Kawasaki. Avec la référence absolue du bicylindre en termes de performance. La 1290 Super Duke R, qui est proposée à un tarif un peu plus élevé que la Tuono. Elle est aussi un peu plus puissante. Et qui est animée par un bicylindre de 1320 cm3 qui développe 180 chevaux et 140 Nm de couple. Alors, comme chez KTM, ils mettent jamais les fiches techniques, voilà, on n'a pas les régimes auxquels c'est obtenu. Alors, donc 180 chevaux à 9500 tours, ce qui est plutôt classique pour du bicylindre, voire même ouais, c'est certaines allonges. Après, on n'aura pas l'allonge qu'on a sur du 3 ou du 4, hein, naturellement, mais c'est un régime, c'est pas un tracteur quoi. Puis un couple à 8000 tours, donc qui est quand même obtenu assez bas, à 140 Nm, ça c'est veut dire, enfin c'est super, c'est super dangereux dans le sens où voilà, vous reprenez en sixième dessus, vous avez l'impression que votre bécane n'avance pas parce qu'elle prend pas de tour, mais avec le couple associé à la démultiplication du rapport, vous êtes en train d'arracher le goudron quoi. Donc voilà, ça marche, ça marche de fou. Elle est un petit peu lourde. 189 kg à sec, ça va faire. Réservoir de 16 litres, en plus, ça va faire du 210, du 112, 213. Enfin, je dis qu'elle est un peu lourde, mais non, parce que finalement, ça reste un poids tout à fait dans la norme. Surtout pour un moteur qui fait 1300 cm3, c'est quand même pas rien. Donc voilà, et puis sinon, en termes de finition, voilà, c'est du Brembo, enfin d'équipement en tout cas, c'est du Brembo Stilema, finition avec un monobras par rapport à la 890 que j'avais un peu critiqué là-dessus, qui était très plastique. Il y a toujours un peu de plastique, c'est un peu la marque aussi KTM, mais est mieux fini, la selle est beaucoup plus jolie, voilà, l'esthétique est travaillée. Je trouve que le monobras avec la jante comme ça en arrière, à l'arrière, c'est sublime. Voilà, même en fait le chemin des collecteurs d'échappement, je trouve que c'est magnifique. Donc voilà, c'est vraiment une très belle moto, une référence du bi. Voilà, si vous voulez un bi, choisissez le bicylindre qui arrache le plus, c'est celui-là. Voilà, il y a pas de concurrence dessus, c'est celui-là et aucun autre. Et elle a vraiment très peu de défauts quoi. Amortissement réglable, alors ça je vais même pas le dire à chaque fois parce que de toute façon à ce niveau-là, c'est que de l'amortissement réglable. Voilà, c'est cher, mais il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Et il suffit de la voir en vrai pour comprendre pourquoi elle est chère. Donc ça, c'est aussi la marque d'une finition assez perfectionnée. Donc on continue avec la ZH2, qui est la réponse japonaise, l'unique réponse japonaise à cette catégorie des hyper roadster. Les Japonais font toujours des motos très puissantes, mais c'est plus sur des sportives. Voilà, avec Honda qui finalement limite son dernier bloc sur la CBR 1000
R, 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 je crois qu'il y a 4 R avec 217 chevaux, mais ils font plus d'équivalent roadster. Donc en tout cas, Kawasaki, eux, ils ont un bloc un peu spécifique qui est dérivé en fait donc de la H2 qui existait déjà en version un peu routière supercharge. Et donc en fait, eux, ils n'ont pas répondu à cette catégorie par une inflation de la cylindrée comme les autres, ils ont juste ajouté un compresseur sur leur moteur 1000 cm3. Ce qui, ouais, pourquoi pas, hein, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de problème, puisqu'on a ici, on a une bécane qui fait quand même 200 chevaux. Donc elle est proposée un peu moins cher que les autres, en version de base, alors j'ai pas détaillé les différentes versions, mais en gros c'est les équipements qui changent, l'amortissement et autres petites frivolités, mais donc en version de base elle est à 17 099 €, ce qui en fait bah, la moins chère de toutes finalement aujourd'hui. Et puis on a quand même une moto qui est assez solide, hein, alors on va aller voir un peu la fiche technique plus en détail, mais voilà c'est ça, on a 200 chevaux à 11 000 temps minutes, donc une allonge assez intéressante, bien que pas excessive. Et puis un couple qui est quasiment l'équivalent de celui de la Super Duke dont on vient de parler, et qui est obtenu aussi à 8500 tours, ce qui est pas super haut. Donc ça c'est pareil, ça allonge. En revanche, et là c'est pas mentionné, c'est marrant, hein, il mentionne pas ce genre de détail, mais elle est assez lourde. Elle est assez lourde, fait quand même 239 kg tout plein fait, donc on est tranquillement 20 kg au-dessus, 30 kg pardon, au-dessus de ce que propose la concurrence. Mais comme dit mon ami Boris, le poids est synonyme de fiabilité. et puis vu la puissance du moulin, je pense pas que ça ait une incidence énorme sur les performances, en tout cas en ligne droite. Par contre, attention, effectivement, en virage, ça peut être un peu moins facile à corriger et resserrer les trajectoires, ça peut être un peu plus compliqué du fait du poids. Voilà. Même chose à basse vitesse, ça peut être un peu plus encombrant que les concurrents. Donc, c'est vrai que c'est une machine qui est quand même un peu différente. Elle est plus faite pour se régaler en ligne droite et s'éclater en fait avec le moteur compressé, que vraiment pour taper des chronos sur une piste, si toutefois les roadsters sont faits pour taper des chronos sur une piste. Donc, niveau équipement, bah, c'est du Brembo, alors c'est du M432, donc en théorie c'est un peu moins bien que le M50 et que de fait le Stylema. Mais bon, je suis pas sûr que ça change grand chose en utilisation standard et même sportive. Suspension réglable avant-arrière, là-dessus, il n'y a pas de problème. L'écran TFT, voilà. Niveau finition, bah, c'est quand même propre, hein, là-dessus. Il n'y a pas de doute à avoir. On est bien au-dessus, à mon avis, de ce que propose la Z1000 et encore plus la Z900. Après, il faut aimer un peu le style manga comme ça, un peu japonais. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais objectivement, c'est une bécane voilà, qui est quand même bien finie. Il n'y a pas grand chose qui traîne. Il y a quand même un peu de plastique. On n'a pas de monobras. Mais ça reste propre. C'est propre. Voilà, 17 000 €. Pourquoi pas pourquoi pas la concurrence peut être. Le problème de cette moto, c'est son poids. Voilà, c'est que finalement, on a un tarif qui est sensiblement le même que les autres, un équipement qui n'est pas meilleur, peut-être un poil inférieur, un moteur qui pousse fort, mais à la limite, il y a 20 chevaux de plus par exemple qu'une Super Duke, mais la bécane est aussi beaucoup plus lourde. Philosophie différente, voilà. Je pense que s'ils veulent vraiment se démarquer de la concurrence européenne, Kawa devra faire un peu mieux que ça. C'est assurément ça marche de fou. Mais moi je me mets à la place d'un acheteur, si j'étais intéressé par cette catégorie-là, j'irais pas vers la H2. J'irais vers une moto plus efficace, plus légère. Voilà, j'ai pas envie de me taper. Voilà, j'ai plus envie de me taper des trucs à 240 kg. J'ai connu et
Et je veux plus, voilà, surtout pas sur un roadster en fait. Voilà, limite sur une routière ça peut avoir du sens, quand on a tout l'équipement, le pare-brise, les carénages, etc. Mais un roadster de 240 kg pour moi c'est anachronique. Donc même si le moulin pousse, et niveau performance, en ligne droite en tout cas, je pense qu'il y aura vraiment pas d'inquiétude à avoir. Je pense que ça peut paraître un peu pâteau au quotidien. Voilà, à voir, à voir. On va on va continuer sur quoi? On va continuer sur, allez, je garde la nouveauté pour la fin, mais on va continuer chez Ducati avec, voilà, je pense que ça c'est la Ferrari des roadsters, hein, la V4. Bon, le prix pique un peu, hein, on commence là, ça y est, on est à 20 000 balles, hein, et ça c'est la version de base. Je vais pas parler de la V4S. Euh, mais bon, que dire sur cette moto? Alors, si sur toutes les autres motos, de toute façon, de cette catégorie, la finition est exemplaire et il y a effectivement rien à dire, je pense que là, et pour l'avoir vu en vrai, on est encore un peu au-dessus. C'est sublime. Regardez-moi ce monobras, cette jante, la selle, là, même là, la selle, on peut voir que c'est c'est- c'est magnifique. Le tissu, tout est parfaitement assemblé. Il y a absolument rien qui dépasse. En termes d'équipement, bah, Brembo Stylema, euh, bien sûr centrale et inertie, je l'ai pas spécifié pour les autres, mais elles ont toutes une centrale à inertie. Une belle dalle, un beau TFT de 5 pouces comme écran. La fourche avant, chaud réglable, saxe réglable à l'arrière. Alors, évidemment, de toute façon, dans cette catégorie, absolument tout est réglable. Voilà, il y a très peu de. Il y a vraiment pas grand chose à redire sur la moto. Peut-être, je sais pas, peut-être trop puissant. Bon, en même temps, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, 208 chevaux à 13 000 tours. Alors bon, pour le coup, certaines allonges quand même, hein. Il faut aller chercher les watts bien haut. Un couple aussi assez important et assez haut perché à 123 Nm, 9500 tours. Donc voilà, mais encore une fois, même si c'est haut perché, c'est ce que je disais aussi dans la catégorie avant. De toute façon, on est sur. Je crois qu'elle fait. C'est quoi? Ça doit être du 1100 cm3, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Je vais le voir ici. 1103, voilà, j'étais pas loin. C'est ça, donc 1103. Bon, il n'y aura pas de souci d'avoir un couple au perché, de toute façon ça va tracter, ça va allonger les bras tout le temps. Voilà. Donc ce que je disais, du Showa et du Sax réglable. Poids tout plein fait 201 kg. Comment dire, bah c'est le poids d'une Hornet, voilà. Voilà. Sauf que ça fait plus de deux fois la puissance. Voilà, c'est vraiment la Ferrari. Est-ce qu'on pourrait s'inquiéter de la fiabilité d'un moteur avec autant de rendement aussi pointu? Bah ouais, je pense que c'est pas fait pour rester en première dans les bouchons sur le périph'. Mais c'est valable aussi, enfin pour une Ferrari, il faut acheter des motos qui correspondent aussi à son utilisation, à son niveau hein, de pilotage aussi. Et puis voilà, c'est pas fait pour commuter au quotidien, ça c'est sûr, non. Mais à la limite, aucune de celles qu'on cite aujourd'hui n'est faite pour ça, hein. Peut-être la nouvelle Speed, et encore à voir, mais je pense pas. Donc, finition au top, équipement électronique parfait. Euh, le moteur, bah, c'est le plus puissant roadster qui existe, à égalité avec la B4, dont je ne parlais pas aujourd'hui pour les raisons que j'ai mentionnées en introduction. Voilà, une machine. Bah, c'est le maître étalon en fait de la catégorie et voilà, si on sort un roadster, un hyper roadster aujourd'hui, il va falloir se poser la question de savoir comment ça se positionne tarifairement sur le plan des performances versus la Street Fighter V4 et son 4 cylindres en V de 1100 cm3. Voilà. Donc voilà, vraiment une très belle machine. On va continuer, on va terminer même avec la nouvelle Speed Triple qu'ils ont appelé 1200, mais c'est pas une 1200, c'est une 1170 je crois, ou 1150, je sais plus. Qui a été complètement revue par Triumph. Alors eux ils ont vraiment bien bossé et je pense qu'ils ont
ils tiennent un truc super solide. Elle est pas... Alors, il y a une certaine inflation tarifaire, hein. Elle a dû prendre, je crois, 2500 balles depuis la version précédente. Encore que celle à 15 000, c'était pas la RS, je crois. Je sais plus. Bref. En tout cas, elle a augmenté de tarif, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tout refait. Ils ont monté la cylindrée. Ils ont ajouté une centrale à inertie. Ils ont modifié le châssis. Il est plus léger. Tout est plus léger. C'est si léger que... on va aller voir ça, mais... c'est ça, on est à moins de 200 kg tout plein fait. Ce qui en fait la plus légère de ce comparatif, mais pas la moins puissante. Parce qu'on est sur un moteur, donc c'est ça, 1160, j'avais dit 1150, 1170, c'était pile entre les deux. 180 chevaux à 10 750 tours, donc sportif, mais pas non plus comme la Ducati à devoir aller chercher les derniers watts super hauts quand on est déjà à 250. 125 Nm de couple, c'est une valeur assez vraiment importante, à 9000 tours. Donc un moteur qui sera sportif, mais du 3 cylindres, ça va être plein partout de ouf. Ouais, super belle machine, proposition très cohérente, 17 500 €. Je pense qu'il tape super fort. Il tape super fort, c'est léger, ça va être performant. L'équipement, bah, c'est du Brembo Stylema en frein. Les suspensions, c'est du Öhlins avant-arrière, réglable naturellement, ça va, encore une fois, plus besoin de le mentionner ici. En termes de finition, bah, c'est Triumph, que dire, bah, ça va juste envoyer du bois comme pas possible, avec le petit tableau de bord TFT 5 pouces bien sûr. Il y a tout sur cette bécane en fait, il y a absolument tout, et je m'enthousiasmais précédemment sur la Street Fighter V4. Moi, si je devais en prendre une aujourd'hui, dans cette catégorie, ce serait celle-là, voilà, clairement. Après, c'est personnel, mais celle qui m'attirerait le moins, ce serait la ZH2. Mais celle-là, elle est malheureusement, je trouve, ça fait quand même chier de mettre autant dans une bécane pour rouler ensuite à 70 sur le périph'. Enfin, j'exagère. Heureusement que c'est pas tout ce que je fais avec ma moto, mais quand même. Mais si je devais m'acheter un Hyper Roadster aujourd'hui, ce serait certainement la Speed Triple. Voilà. Je pense qu'il y a tout. On va avoir la rondeur du 3 cylindres, l'explosivité et la sportivité ensuite haut dans les tours. Parce qu'en fait, ils ont modifié le moteur par rapport à l'ancienne génération. Ils l'ont rendu davantage super carré. Donc ça veut dire qu'ils ont augmenté l'alésage. Et que donc, de fait, normalement, on perd un peu en couple. Mais ils ont compensé ça avec l'augmentation de cylindrée. Et par contre, du coup, on gagne, on peut prendre plus de tours et on gagne en puissance. Donc, elle a tout. Je trouve que sur le papier en tout cas, elle a tout. Amortissement, c'est le top. Le freinage, c'est le top. Le moteur, c'est le top. Alors oui, elle fait de 28 chevaux de moins que la V4S, mais que la V4 par contre tout court aussi. Mais moi, je vous le dis, je m'en fous complètement à ce stade. J'en ai, bon, franchement, 180 ou 200, c'est pareil. Je trouve qu'elle a tout. Et puis, on va avoir un niveau de finition. Attention les yeux. Hein. C'est du triomphe, quoi. Donc vraiment, ça, c'est la nouveauté. Si la nouveauté de l'année dans la catégorie précédente c'était la nouvelle S1000R, ça d'après moi c'est la nouveauté de l'année sur cette catégorie des Hyper Roadster de plus de 75 chevaux. Superbe machine. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher un peu, c'est cette... et ça c'est un truc qui est récurrent chez Triumph, j'aime pas trop, je suis pas fan du... Voilà. Alors de face ça va, de face c'est même mieux que ça va, c'est très joli. Mais le côté la coup de tortue avec les yeux de mouche au bout, de profil, c'est pas ouf, mais vraiment je pinaille parce que c'est sublime. Voilà, encore une fois le monobras, l'intégration, tout. Enfin voilà, magnifique machine qui a tout sur le papier. Voilà, je pense que ça conclut ce tour d'horizon sur toutes les nouveautés Roadster 2021, pas que les nouveautés d'ailleurs, sur tout le catalogue Roadster 2021 depuis 900 cm3. Voilà, il y a des bonnes affaires à faire, il y a des magnifiques machines, il y a des machines aussi d'une grande cohérence. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que comment dire, dans une société qui évolue de plus en plus vers la restriction, l'interdiction, et ben ça fait quand même plaisir de voir qu'il reste du plaisir. Donc j'espère que
ça vous aura été utile. N'hésitez pas, encore une fois, s'il y a des choses que j'ai pas mentionnées, ou même si j'ai dit des conneries, à l'ajouter dans les commentaires des différentes vidéos. Et puis, bien sûr, prenez soin de vous et ride safe. V à tous.